Bonjour à tous et à toutes, c'est Thomastou. Alors bienvenue à toutes et à tous pour cette première conférence de l'Université Védique Vidya Dharma. On est très heureux de commencer les conférences d'enseignement, enfin, après la présentation. Voilà, l'université commence son activité. Alors ce soir, comme vous le savez, on va parler du sanskrit et de la tradition védique, puisque on s'appelle l'université védique, donc il faut bien qu'on comprenne à quoi ça correspond, védique. La tradition védique, qu'est-ce que c'est? Et le sanskrit, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous expliquer un petit peu ça, assez rapidement, pour que vous ayez une idée et qu'on puisse, que dans les autres conférences qu'on aura, les séminaires, vous puissiez suivre et que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors bon, le sanskrit, c'est une langue, hein, ça je pense qu'on le sait tous un petit peu. Donc c'est une langue très ancienne. Très ancienne, la date, à quel point elle est ancienne, c'est difficile à dire, puisque comme beaucoup de langues dans l'humanité, au début elle était surtout parlée, beaucoup plus parlée qu'écrite, et que quand quelqu'un parle, ça laisse pas de traces. On peut dater une langue que si on a des traces écrites. Donc des traces écrites de sanskrit, on en a au moins dans le 2e millénaire avant notre ère, parfois un petit peu plus, peut-être 3e millénaire, mais avant ça, on n'a pas grand-chose qui puisse nous aider. Et voilà, donc le sanskrit, ou en tout cas le sanskrit a été utilisé il y a au moins 3000 ans, plutôt 5000 ans, pardon, puisque c'était avant notre ère. Mais avant ça, la tradition dit que ça a été, les plus anciens textes, les Védas, ont été transmis oralement pendant des siècles. Et ça, on ne pourra jamais le dater, évidemment. Donc des spécialistes se penchent sur la question, on essaye avec la linguistique, avec certaines références astrologiques, avec plein d'éléments, on essaye de dater un petit peu, mais évidemment, il n'y a pas de consensus, c'est pas vraiment de consensus. Donc, on peut juste dire que le sanskrit est une langue très ancienne et qui a eu plusieurs stades. Donc, les Védas, les textes qu'on appelle les Védas sont les textes les plus anciens qu'on ait en sanskrit, vraiment les plus anciens, et peut-être même parmi les plus anciens de l'humanité. Donc là aussi, les spécialistes les datent le plus tôt que... Disons tout le monde est d'accord pour dire que les Védas ne sont pas plus nouveaux que 2000 ans avant notre ère. Certains disent 3000, 5000, mais ils ont au moins, donc ils ont, pour aujourd'hui, ces textes ont au moins 4 ou 5 millénaires. Donc le sanskrit, à cette époque, c'est les premières traces qu'on en a. C'était son stade le plus ancien, on l'appelle le sanskrit védique, puisque c'est la forme qui était utilisée dans les Védas. Ensuite, le sanskrit il a continué à être utilisé, il a un petit peu évolué, il a été plus codifié, il est devenu un peu plus standard, et c'est devenu pendant plusieurs millénaires la langue véhiculaire de tout le sous-continent indien. Langue véhiculaire, ça veut dire que les gens, particulièrement les savants, les érudits, communiquent avec cette langue, un petit peu comme le latin et le grec l'ont été en Europe pendant plusieurs siècles. Donc depuis le premier millénaire avant notre ère, il commence à y avoir des textes en sanskrit dans le nord de l'Inde, mais un petit peu partout ailleurs. Donc voilà le sanskrit. Alors le sanskrit, c'est une langue indo-européenne, c'est de la famille de langues indo-européennes. Ça s'appelle indo-européenne puisque il y a une partie qui est en Inde, c'est surtout le sanskrit et les langues qui en descendent, les langues modernes de l'Inde du Nord, et européenne parce que la majorité des langues en Europe font partie de cette famille aussi. Donc toutes nos langues romanes, le français, l'italien, l'espagnol, les langues germaniques, l'anglais, l'allemand, le danois, le suédois, toutes les langues slaves aussi, le grec, le latin, toutes ces langues en font partie de cette famille. Et le sanskrit est un des membres les plus anciens. C'est-à-dire qu'au XVIIIe, XIXe siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait des liens, des grandes ressemblances, des grandes similitudes
entre le sanskrit et le grec et le latin chez nous. Et c'est là que, bon, on avait déjà depuis quelques siècles remarqué, mais c'est au 18e, 19e siècle que beaucoup de gens s'en sont aperçus. Et ils ont commencé à rechercher là-dedans, et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait une très forte parenté, et qu'il y avait certainement, qu'il y avait quelque chose une parenté à retrouver. Et alors bien sûr, tout ça, on n'a pas, comme je vous le disais, au-delà du sanskrit, du deuxième ou troisième millénaire, on n'a pas beaucoup de traces écrites, donc on ne peut rien affirmer. Mais tout le monde est d'accord pour dire que le sanskrit est une des langues les plus proches de ce qu'aurait pu être la langue commune qu'il aurait pu y avoir. Donc on ne considère pas forcément que nos langues viennent du sanskrit, mais on considère que à la base il y avait un ancêtre théorique qui est appelé le proto-indo-européen. Donc on n'a pas de traces écrites, mais on suppose qu'il y avait un ancêtre commun qui s'est divisé en plusieurs branches. Donc il y a eu la branche indo-aryenne en Inde, dont le sanskrit, et ça c'était le sanskrit en étant des premiers membres. Donc le sanskrit est un des plus vieux membres de la famille indo-européenne. Et ensuite il y a eu plusieurs branches, la branche germanique, la branche italique, qui se sont créées, qui se sont formées et qui sont divisées ensuite dans toutes nos langues modernes. Donc c'est un sujet très intéressant, mais assez complexe et assez vaste, qui ne cesse de changer, donc on ne va pas en parler ici pour le moment. Mais tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu des mots qui se ressemblent très fort en sanskrit et en français pour que vous ayez une idée de jusqu'où va la parenté, jusqu'où va la similitude. Alors, et ce qui est l'avantage du sanskrit pour comprendre la parenté de toutes nos langues indo-européennes, en plus d'être ancien, il est très bien documenté. C'est-à-dire qu'on a des textes à partir du deuxième millénaire avant notre ère, les Védas, mais après, à partir de ça, on a une énorme quantité de textes, que je vous montrerai aussi, ce qui permet de vraiment analyser la langue, l'étudier aussi bien que le grec et le latin, voire encore plus, parce qu'il y a une tradition grammaticale très précise et très pointue en Inde, bien avant le grec et le latin. Et comme on peut facilement étudier cette langue, ça aide aussi à reconstruire ce qu'auraient pu être les ancêtres de ces langues et leurs liens entre eux. Donc voilà, le sanskrit présente un grand intérêt pour les linguistes historiens. Alors, avant de vous montrer la littérature, le corpus du sanskrit, des textes écrits en sanskrit au cours des siècles, je vais juste vous dire rapidement comment est le sanskrit en tant que langue, quelles propriétés il a. Je vais essayer de ne pas être trop théorique, mais pour ceux qui ont fait du latin et du grec, c'est assez proche. C'est une langue avec beaucoup de conjugaisons, de déclinaisons, il y en a encore plus. On dit que c'est une langue qui a beaucoup d'inflexions. Donc il y a 8 cas dans les déclinaisons, il y a 3 genres, il y a le masculin, le féminin, le neutre. Il y a 3 nombres, le singulier, le pluriel et le duel, quand il y a 2 choses. On est obligé en sanskrit, quand il y en a 2, d'utiliser le duel. Donc il faut connaître la bonne forme de ce mot. On ne peut pas simplement mettre le pluriel, c'est pas si simple que ça. Donc ça c'est quand même un élément notoire. En latin il n'existe plus vraiment et en grec il est optionnel. En sanskrit il a vraiment été conservé, ce nombre duel. Alors bien sûr il y a pas mal de temps aussi, de modes, pas forcément les mêmes qu'en latin et en grec, mais on en retrouve quand même, 3 temps différents pour le passé par exemple, 2 temps pour le futur, en fonction de si c'est aujourd'hui ou après aujourd'hui. Dans le passé c'est si c'est aujourd'hui, si c'est avant aujourd'hui, et si on l'a vu de nos propres yeux. Il y a le temps le plus lointain, on appelle ça paroksha, ça veut dire ce qu'on n'a pas vu, ce dont on n'a pas été témoin. Et alors pour la morphologie, c'est-à-dire la formation des mots, ça ressemble à nos langues, c'est-à-dire qu'il y a des racines verbales auxquelles on peut mettre des préfixes
des préfixes, il y a beaucoup de suffixes. Donc avec une racine, on peut créer une racine verbale, on peut faire un verbe bien sûr, on peut faire un nom abstrait, parfois on peut transformer à nouveau un nom en verbe ou un verbe en nom. C'est passionnant, mais c'est difficile à comprendre quand on n'en a jamais fait, donc je ne vais pas vous montrer tout ça maintenant. Voilà. Et cette richesse du sanskrit dans la formation de mots, tous les, tous les préfixes, les suffixes et la flexibilité de la grammaire, ça donne au sanskrit ça permet à celui qui écrit en sanskrit d'écrire voilà, avec souplesse et de créer beaucoup de mots. En sanskrit, il y a une petite notion qui dit qu'il n'y a pas de limite au nombre de mots qu'on peut créer, que c'est vraiment qu'il y a des synonymes à l'infini, et c'est un petit peu vrai. C'est pas forcément que la langue sanskrite en elle-même il y a un nombre de mots illimité, mais on peut en créer tellement qu'on a parfois l'impression qu'il n'y a pas de limite, que ça s'arrête pas, et les écrivains l'utilisent, surtout les poètes, quand ils doivent écrire en vers ou faire des allitérations, des assonances. Ils utilisent beaucoup cette souplesse du sanskrit, qui est quand même remarquable par rapport à nos langues. Je pense pas qu'on ait de langue en Europe qui puisse être comme ça. Le latin et le grec un petit peu, mais le sanskrit, il y a vraiment... En sanskrit, c'est vraiment fascinant. La richesse et la richesse et la souplesse de la langue. Et donc, oui. Voilà, donc le sanskrit est une langue très souple, très flexible, très riche. Et ce qui est aussi notoire en sanskrit, c'est la grammaire. C'est pas qu'elle est, bien sûr, elle est un petit peu complexe, mais c'est surtout que dès le 6e siècle avant notre ère, à peu près, on a une grammaire qui a été rédigée, un sage indien, qui s'appelle Panini. Ça ressemble un petit peu au Panini de chez nous, mais c'est vraiment son nom, Panini, qui a écrit une grammaire, un livre de grammaire, l'Ashtadhyayi, ça s'appelle, qui décrit en fait tout le fonctionnement de la langue sanskrite, comment une racine peut être, comment on peut transformer une racine en un mot, en un verbe, en un nom, comment on construit une phrase, la prononciation. C'est d'une précision incroyable pour ce temps, et ça a d'ailleurs beaucoup influencé la linguistique moderne. Il y a même des mots qui sont des concepts et des mots de Panini qui sont utilisés tels quels en linguistique. Et voilà, il décrit vraiment toute la langue en grand détail. Et cette grammaire, ça n'a pas été la première, mais c'est celle qu'on a le mieux conservée. Donc aujourd'hui, on a le texte entier, on a une montagne de commentaires, d'explications, de méthodes, de livres qui expliquent comment s'en servir, ce que ça veut dire. Et ça permet vraiment, pour ceux qui veulent étudier le sanskrit, maîtriser le sanskrit, ça permet vraiment de le maîtriser avec la méthode, avec les mots d'un vrai indien de ce temps-là, quoi. C'est pas une grammaire qui a été écrite par un savant moderne, il y en a aussi beaucoup, mais dès les débuts du sanskrit tel qu'on le connaît, il y a eu une grammaire très claire et très précise. Donc ça aussi c'est remarquable, il y a pas de, il y a pas de choses qui sont floues dans la grammaire, il n'y a pas de, il y a très peu de choses qui sont ambiguës. Dès le début, tout a été clairement expliqué, et si on veut l'étudier en détail, on peut passer sa vie à ça. Certains le font, hein, c'est remarquable. Donc, si on veut, ça peut même aider, la manière dont il l'explique, ça peut même aider à aborder la grammaire de n'importe quelle autre langue, puisque il fait des choses très simples, hein, c'est juste de la logique, parfois un petit peu, ça ressemble à des mathématiques ou à de l'algorithmique. Ça aussi c'est vraiment quelque chose de formidable dans la tradition du sanskrit. Et c'est aussi pour ça que le sanskrit a été utilisé pendant longtemps comme langue véhiculaire. Comme c'était une langue avec une grammaire, une phonologie très précise, il y avait très peu de place pour l'ambiguïté, contrairement à les autres langues courantes qui étaient parlées par le peuple, qui n'avaient pas une grammaire aussi précise, ni qui n'avaient pas cette richesse, cette force du sanskrit.
Donc ça explique que ça a eu autant de succès, si on peut dire, dès le début, et que ça continue à en avoir aujourd'hui, puisque c'est vraiment une langue qui permet beaucoup de choses de cette manière. Une des choses que ça permet aussi, c'est à apprendre à bien prononcer. Parce que, comme je vous le dis, la phonologie, c'est-à-dire la prononciation, les sons du sanskrit, depuis le début, ont été très codifiés. Panini n'a pas été le seul, il y a eu plusieurs textes comme ça, qui expliquent la prononciation de chaque lettre, et quand je dis précis, ça veut dire ça décrit la position de la langue dans la bouche, l'effort des cordes vocales. C'est étonnant, et ça aussi, ça a beaucoup inspiré la manière dont la linguistique moderne aborde la prononciation, les sons des langues humaines. C'est très précis, et donc traditionnellement, quand on apprend le sanskrit en Inde, on apprend aussi à bien prononcer, comme c'est expliqué depuis le début. Donc ça permet déjà qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de prononciation d'un bout à l'autre de l'Inde. Le sanskrit a une prononciation précise que tout le monde peut apprendre. Il n'y a pas de problème voilà, il n'y a pas de problème de dialecte, de prononciation bizarre, d'orthographe qui varie d'un endroit à l'autre. Le sanskrit dans toute l'Inde, c'est un petit peu volontaire, hein. Ça a été codifié et fixé. Donc ça veut dire que si on apprend correctement le sanskrit aujourd'hui, on peut comprendre à peu près toute la littérature de plusieurs millénaires. Sauf les Védas parce qu'ils sont plus anciens. Dans les Védas, voilà, c'était le stade le plus ancien du sanskrit où la langue était plus vivante. Et donc il y avait un petit peu des exceptions, des formes anciennes qui sont plus utilisées ensuite. Donc si on veut pouvoir comprendre les Védas directement, il faut apprendre un peu plus. Mais après les Védas, à partir du Ramayana et du Mahabharata, le sanskrit est vraiment clair et il n'a presque pas changé. Il y a parfois certains mots qui sont devenus un peu désuets. Il y a des manières de construire les phrases qui changent un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment la même langue. Et c'est ça qui est extraordinaire. Une fois qu'on a appris le sanskrit, on peut lire une quantité incroyable de textes sans être désarçonné par le vocabulaire ou les phrases ou une orthographe, comme c'est le cas pour nos langues à nous. Si on veut lire des textes, ne serait-ce qu'en vieux français d'il y a 5 ou 10 siècles, il faut quand même bien être accroché, hein, si on n'a jamais vu ça. Alors qu'en sanskrit, très peu. C'est un des grands avantages que beaucoup de gens donnent à l'apprentissage du sanskrit. Voilà, et c'est pour ça qu'il a été utilisé pour les sciences, puisqu'il pouvait d'un bout à l'autre de l'Inde et même d'un siècle à l'autre, tout était très compréhensible. Donc voilà un petit peu pour ce qu'est le sanskrit, ce à quoi ça correspond, la nature de la langue. Alors, je vais peut-être un petit peu vous montrer à quoi ressemble la littérature, le corpus, on dit, des textes écrits en sanskrit. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc c'est un schéma assez simple où tout ne se trouve pas, bien sûr, mais c'est les principales composantes en sanskrit. Donc au milieu, vous voyez les Védas, les 4 Védas, le Rig Veda, le Yajurveda, le Samaveda et l'Atharva Veda, qui sont les textes les plus anciens, comme je disais, écrits dans un sanskrit un petit peu archaïque. Et ça, la tradition considère que ce sont des textes qui n'ont pas été écrits par des humains, ni même par des sages, mais qui ont été reçus par des sages. Des textes, ou plutôt des sons et des mantras éternels, des vibrations cosmiques que les sages en méditation ont pu percevoir et ont transmis à l'humanité. Donc il y en a 4. Chacun a ses spécificités. J'ai écrit rapidement en dessous ce que ça correspond, ce que ça contient en majorité. Donc le Rig Veda, ce sont surtout des hymnes à plein de divinités, les divinités sont aussi les éléments de la nature. Il y a aussi des choses bien sûr philosophiques, spirituelles. Ensuite le Yajurveda
est plus axé sur les rituels, donc ça décrit beaucoup de rituels au feu, comment ils doivent être faits, par qui, à quel moment, à quel moment de l'année par exemple, à quelle date, et quel mantra, quelle prière doivent être récitées pendant ça. Ensuite, il y a le Samaveda, il reprend surtout des hymnes du Rig Veda. En fait, il y a beaucoup de mantras du Rig Veda qui sont repris dans les autres Védas, et parfois un petit peu différemment. Et c'est notamment le cas pour le Samaveda, où les hymnes sont plus courts, c'est seulement certains qui ont été repris, et ils sont chantés. Quand ils sont récités, la récitation du Rig Veda, il y a seulement 3 notes, c'est un petit peu une scansion, c'est comme si on scandait. De même pour le Yajurveda. Mais le Samaveda, c'est vraiment chanté, c'est très spécial à entendre. Et Saman, ça veut dire chant, justement. Donc c'est l'ancêtre ou c'est la première forme de musique, on pourrait dire, de musique sacrée. Ce sont des hymnes, mais chantés. Et la Tarvaveda, j'ai rien mis en légende parce que c'est beaucoup de choses. Ce sont beaucoup de... Il y a des parties hymnes, il y a des parties rituelles, il y a des parties qui parlent de la nature, il y a des choses un petit peu de la vie de tous les jours, on pourrait dire. Donc c'est assez hétérogène et difficile à décrire en quelques mots. Donc ça, ce sont les 4 Védas. Chaque Veda est découpé en 4 parties, je ne les ai pas mises parce que ça aurait fait un peu beaucoup. Il y a et les deux parties les plus connues sont la Samhita, c'est les mantras, c'est ce qu'on désigne. Parfois par Veda, on désigne seulement cette partie, la Samhita, les mantras, mais la tradition indienne considère que les Védas ont aussi d'autres parties, notamment les Upanishads. Chaque Veda a plusieurs Upanishads, et les Upanishads sont plus courts. Ce sont des textes assez courts, souvent des enseignements philosophiques. Ce sont souvent des dialogues entre un maître et son disciple, ou entre un sage et une divinité, ou entre deux sages. Il y en a qui sont sages, c'est un sage qui parle à sa femme, parfois c'est un maître à ses disciples. Et là, c'est clairement axé sur la philosophie. Dans les Védas eux-mêmes, on trouve bien sûr beaucoup de choses philosophiques, mais c'est beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus voilé. Les Védas, parfois, ça a l'air d'être de simples descriptions ou des prières pour obtenir des chevaux, de l'argent à manger, pour être victorieux. Quand on cherche plus loin, on s'aperçoit que toutes ces choses ont une correspondance symbolique ont une symbolique très forte et qui reste constante, mais c'est pas explicite. Il faut chercher ça, il faut s'y pencher dessus, et c'est assez difficile. C'est pour ça que les Upanishads sont là, pour expliquer tout ça en des termes plus clairs et pour vraiment se focaliser sur la philosophie, les Védas. Donc voilà, les Upanishads, il y en a 11 ou 12 qui sont considérés comme les principaux, mais en tout, il y en a 108 ou même un peu plus. Donc ça aussi, c'est des textes qui sont très souvent étudiés, notamment pour les philosophies, ce qu'on verra juste après. Alors ensuite, comme je disais, les Védas sont un peu durs à comprendre, le langage, tant les mots que le sens sont un peu mystérieux. Donc vous voyez sur la gauche les Vedangas, il y en a 6. Littéralement, ça veut dire les membres du Veda, et ce sont 6 disciplines, 6 sciences qui sont là pour nous aider à comprendre un petit peu mieux les Védas, leur sens comme leurs mots. Donc le premier, c'est Shiksha, c'est la prononciation juste. Ça, c'est quelque chose d'important dans la tradition pour que les hymnes des Védas soient efficaces, parce que ce sont comme je disais, ce sont des vibrations, ce sont des sons sacrés, des vibrations qui ont été transmises, que les rishis ont reçues et ont transcrit très précisément. Et pour que ça ait l'effet, pour que ce soit les véritables vibrations, il faut les prononcer correctement, bien sûr. Donc la Shiksha, il y a plusieurs écoles en fonction des Védas, il y a des prononciations un petit peu différentes. Et c'est vraiment pour la prononciation exacte de chaque lettre et la récitation. Le Vyakarana, on peut appeler ça la grammaire, mais ça recouvre plus que la grammaire, c'est un petit peu tout ce qui a trait à la langue, donc c'est plus correct de l'appeler science du langage, ou linguistique si on voudrait.
Donc ça c'est vraiment la formation des mots. Et cette tradition ensuite a continué, pas seulement pour le Veda, ça a continué pour tout le sanskrit, le Vyakarana. Le Chandas c'est assez limité, c'est pour les maîtres, parce que la plupart des Védas, à part le Yajurveda, les trois autres sont généralement en mètres, c'est-à-dire en vers. Donc un nombre de syllabes bien défini, parfois un rythme, une succession de voyelles longues, de syllabes longues et de syllabes courtes. Et ça, c'est important de le savoir aussi pour bien réciter un mantra, pour éviter que les textes soient corrompus avec le temps. Donc le chandas, la science du chandas, c'est là pour nous préciser toutes ces choses. Ensuite, il y a le nirukta, c'est l'étymologie, qui c'est pour un certain nombre de mots un petit peu difficiles dans les Védas, dont on connaît parfois le sens, mais on peut se demander comment c'est venu, de quelle racine ça vient, comment ce mot est né. Et donc le nirukta est une tentative d'expliquer tout ça. Ça aide à comprendre un mot, de savoir comment il s'est formé. Ensuite, il y a le Jyotisha, c'est l'astrologie. Et ça aussi, c'est une tradition qui a continué après, bien au-delà des Védas. Et le Jyotisha védique pour les Védas, ça concernait pas encore l'astrologie personnelle, c'est-à-dire la carte de naissance de quelqu'un. Dans ce temps-là, c'était surtout pour calculer le temps approprié pour les rituels, pour toutes les activités que les Védas décrivent, tous les rituels, toutes les choses à entreprendre, doivent l'être à des moments précis, en fonction de la lune, de la position de la lune dans le ciel, de la position du soleil, de la saison, du mois. Donc l'astrologie, c'était ça son but à ce moment, de permettre de tout entreprendre au moment approprié. Et finalement, le kalpa, c'est géométrie, ça dépasse la géométrie là aussi. C'est déjà géométrie dans le sens construction des hôtels et de toutes les structures pour faire des yajnas, parce qu'il y a des yajnas il faut les construire avec certaines briques dans un arrangement particulier. Voilà, tout ça c'est très précis, il y a des livres entiers là-dessus. Et ça, c'est ce dont parle le kalpa. Et c'est pas seulement, donc c'est la construction d'âtres, mais aussi l'hygiène de vie pour entreprendre un yajna, la conduite de vie. Voilà, donc ces 6 Vedangas sont principalement pour les Védas, mais le Vyakarana et le Jyotisha ont continué à être utilisés pour pour tout le sanskrit et toute la tradition indienne. Alors à droite des Védas, vous avez la colonne des Upavedas. Il y en a 4 aussi. Ce sont Upa, c'est parfois utilisé pour quelque chose qui est secondaire, qui vient après. Donc ce sont 4 sciences qui sont chacune, je les ai mises à côté des Védas parce qu'elles sont souvent mises en correspondance. Donc vous voyez qu'au Rig Veda correspond l'Ayurveda, le fameux Ayurveda, la science de la longue vie. C'est pas seulement la médecine. Ayur, littéralement, ça veut dire la longue vie. Donc c'est comment vivre bien, quoi. Comment être en bonne santé mentale et physique pour avoir une vie longue et qui nous permette d'atteindre le but qu'on souhaite. Ensuite, il y a le Dhanurveda, c'est le combat, c'est un petit peu des arts martiaux. Donc c'est la science des armes, mais du corps aussi. La connaissance du corps, la maîtrise du corps, l'entraînement pour savoir viser, la concentration, toutes ces choses-là. Ensuite, le Gandharva Veda, qui touche toute la musique, les arts sacrés, bien entendu. Et ensuite, à la fin, le dernier, ça dépend des écoles. Certaines disent que c'est l'Arthashastra et certaines le Sthapatya Veda. Alors l'Arthashastra, c'est difficile à décrire parce que c'est très large. C'est la gestion du royaume, en fait. Donc ça touche à l'économie, ça touche à l'agriculture, ça touche à plein de choses. Ça touche bien sûr au dharma, aux lois, à tout ce qui est juste ou pas. Donc c'est un petit peu réducteur de dire politique ou économie. Et le Sthapatya Veda, c'est aussi appelé le Vastu, la science du Vastu, donc c'est la construction et l'habitation, l'occupation de l'espace, l'aménagement de l'espace. Donc la différence avec les Védas, c'est qu'il n'y a pas un texte qu'on appelle l'Ayurveda, un texte qu'on appelle le Dhanurveda. C'est pas aussi simple.
Dans chacun, c'est plutôt, on pourrait dire, des voies ou des domaines. Et dans chacun, il y a un ou plusieurs textes qui existent. Donc ça, c'est pas comme les Védas, des textes qui ont été révélés au Rishi. Là, pour cela, il y a des auteurs. Ces textes ont été écrits par des personnes connues. Donc pour l'Ayurveda, il y a plusieurs textes. Il y a un texte écrit par Charaka, un texte écrit par Sushruta, qui sont chacun assez copieux et qui abordent des sujets parfois un peu différents. Dans le Dhanurveda, on n'a plus beaucoup de textes, on en a un seul, qui n'est pas si copieux que ça.